ArcelorMittal a dévoilé son intention de supprimer 600 postes. Salariés élus de gauche ont demandé au gouvernement de les sauver en nationalisant. Emmanuel Macron a été clair, c'est non. Claire, le président l'a également été pour Vancorex. Le gouvernement n'a pas nationalisé. La justice n'a pas validé la SKIC. Le groupe a donc été repris par des étrangers. Les industries françaises se meurent. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, l'a rappelé lorsqu'elle était invitée à débattre avec Emmanuel Macron. 400 plans de licenciement en cours en France, avec des entreprises qui touchent des aides publiques et qui distribuent des dividendes. Justement, les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication de ces plans de licenciement. Il y a une commission d'enquête qui a été créée pour ça. Les auditions sont en cours. On en parle avec une spécialiste de la question, puisqu'elle sera tout à l'heure en cours avec ces auditions, la députée LFI, Gabrielle Catala. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Et tout de suite, c'est l'entretien. Alors cette commission d'enquête, hier, il y avait Muriel Pénicaud qui a été entendue hier matin. C'est l'ancienne ministre du Travail. Tout à l'heure, à 9h45, audition d'Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Économie. Et vous serez à 11h15 à l'audition d'Alain Le Grix de la salle, qui est le président d'ArcelorMittal France. Gabriel Catala, est-ce que cette commission d'enquête va vraiment permettre de faire la lumière sur les défaillances des pouvoirs publics? C'est le nom de cette commission. Et en tout cas, on a déjà pu faire sortir un certain nombre d'informations, notamment tous les dividendes, toutes les aides publiques ArcelorMittal a pu verser. 11 milliards de dividendes depuis 2021, c'est énorme. 300 millions d'aides publiques touchées l'année dernière, tout ça pour licencier, parce que c'est évidemment un drame humain avant tout. On parle là de 600 emplois qui vont disparaître. Ça veut dire 600 emplois, c'est pas que des chiffres, ça veut dire 600 familles brisées. Et ArcelorMittal veut finalement faire disparaître la production d'acier de l'Union européenne d'ici 2030. Ils veulent supprimer 15 000 emplois. Et ça voudrait dire que nous, en France, alors qu'en même temps, nous prônons la renaissance de notre industrie automobile, notre industrie militaire qui doit se mettre à jour avec les différents conflits, etc., nous deviendrons incapables de fabriquer de l'acier. Donc là, ce que font les salariés qui sont en grève, qui sont en lutte, qui manifestent, c'est un combat d'intérêt général face à la guerre sociale que leur mène Emmanuel Macron. Et tout à l'heure, en commission d'enquête, moi, j'interrogerai les dirigeants d'ArcelorMittal sur toutes les aides publiques qu'ils ont pu percevoir, qu'est-ce qu'ils en ont fait, et surtout, est-ce qu'ils arrivent à se regarder dans une glace quand ils voient qu'ils vont supprimer 600 emplois en France. Alors, on se rappelle qu'Auchan, c'était l'année dernière, avait également annoncé un énorme plan de restructuration. Quelques 2400 emplois étaient menacés, une quinzaine de magasins. Guillaume Darras, le directeur général d'Auchan Retail et président d'Auchan France, a été auditionné par les députés de la commission des affaires économiques. Justement, on l'a interrogé sur tout l'argent, toutes les aides publiques qu'il avait perçues, et il n'a pas été clair sur le montant donné, le montant de l'enveloppe. Il a été évasif. Est-ce que c'est légal en France aujourd'hui d'être aussi opaque? Oui, c'est légal puisque c'est des aides publiques qui sont versées sans aucune contrepartie et que l'État souvent est lui-même incapable de chiffrer. Les aides, elles peuvent être multiples. Vous aviez, souvenez-vous, toutes ces entreprises, Carrefour, Auchan, Michelin, qui ont touché des millions de CICE sous Hollande et qui ont quand même licencié. Récemment, on a Vancorex aussi qui a coulé en France et Monsieur Macron n'a rien fait. Donc là, il serait temps que la transparence soit de mise sur ces aides publiques, à la fois du côté des entreprises et du côté de l'État. Et surtout, nous, ce qu'on attend d'Arcelor, c'est que M. Macron change sa décision. C'est pour ça qu'on a déposé une proposition de loi et qu'il nationalise ArcelorMittal en cas de fermeture des sites. Puisque ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas possible. Alors que quand on regarde nos voisins, même le Royaume-Uni, qui est quand même historiquement le pays de Margaret Thatcher, a nationalisé ses hauts fourneaux. Le Kazakhstan aussi. On en parle moins, et donc je ne vois pas pourquoi la France serait incapable de faire. Voilà, l'Italie, exactement, l'Italie de Giorgia Meloni l'a fait. Donc je ne vois pas pourquoi la France d'Emmanuel Macron ne pourrait pas le faire. Et il devrait le faire parce que les salariés qui sont très déterminés à mener leur lutte. On était avec eux à Dunkerque, on était avec eux devant le siège d'ArcelorMittal la semaine dernière à Saint-Denis, ont bien dit, vu qu'il y a dans les vélos du Tour de France de l'acier, que s'il n'y avait pas de nationalisation, il n'y aurait pas d'étape du Tour de France jusqu'à Dunkerque.
Alors justement, la nationalisation, c'est non, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, cette nationalisation, Arnaud Montebourg l'avait déjà demandé en 2012. On va quand même écouter Emmanuel Macron pour un peu contextualiser. Écoutez-le. La réponse, c'est pas nationaliser. La réponse, c'est avoir des garanties et le développer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Répondre aux problèmes qu'a aujourd'hui Arcelor. Il y a 10 ans, on couvrait les besoins d'acier et d'acier les plus sophistiqués en Europe étaient à 85% couverts par nos aciéristes. Aujourd'hui, ils ont perdu une dizaine de points parce qu'on a laissé rentrer de l'acier chinois indien. Il faut mettre en place ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire protéger le marché européen. On a commencé à prendre cette décision sous pression française, la Commission l'a annoncé en février. On va pousser pour améliorer ces chiffres, c'est-à-dire revenir à 15% de seuil de déclenchement. La deuxième chose... Donc vous allez laisser Arcelor licencier? Nous allons sauver et Dunkerque et Fos, je vous le dis, les yeux dans les yeux, pas en nationalisant, mais en ayant une politique européenne qui protège notre acier. Alors Emmanuel Macron, ce qu'il propose, c'est sauver les emplois sans nationaliser. Comment il va s'y prendre? Bien, on voit dans son discours que ça ne veut rien dire, puisqu'il compte sur l'Europe et qui devrait s'en charger au niveau européen. C'est M. Séjourné qui a été envoyé là-bas par M. Macron et qui ne fait absolument rien. Il est évident qu'il faut à la fois nationaliser et mettre en place un protectionnisme solidaire. Mais là, M. Macron nous dit droit dans les yeux qu'il ne va pas abandonner Dunkerque, Fos-sur-Mer, Florange, etc. Mais il est évident que dans la trajectoire actuelle, il va le faire. Et c'est assez regrettable parce que ces salariés ont déjà été trahis par tous les présidents précédents. D'abord, ils ont été trahis par M. Sarkozy, qui avait promis de sauver le site de Gandange. Ensuite, ils ont été trahis par M. Hollande et M. Montebourg, qui devaient sauver le site de Florange et qui ont laissé aussi des dizaines d'emplois être supprimés. Et maintenant, M. Macron va montrer aux salariés de Dunkerque et aux salariés des autres sites qui sont menacés qu'eux, ils sont aussi trahis. Alors, est-ce que les arguments d'Emmanuel Macron, c'est que la nationalisation, ça coûte cher, et qu'en plus, il faudrait plus envisager une réponse européenne, vous l'avez dit. Est-ce que vous entendez un petit peu ces arguments? Non, j'entends pas ces arguments, parce que quand on voit les dépenses qui sont faites, on parlait des aides publiques juste avant, 200 milliards par an d'aides publiques données à des grandes entreprises sans contrepartie, qui continuent à licencier, alors qu'une entreprise qui fait des profits, comme le fait Arcelor, qui a fait des profits records récemment, ne devrait pas pouvoir licencier. Donc quand on est capable de donner les yeux fermés 200 milliards à des entreprises, je vois pas pourquoi on ne serait pas capable de nationaliser quelques sites de hauts fourneaux qui coûtent beaucoup moins cher. Oui, parce que ArcelorMittal, c'est même plus que 200 millions, c'est 298 millions d'euros d'aide, rien qu'en 2023. Ouais. Je vais revenir sur Arnaud Montebourg, qui avait demandé la nationalisation. Il a été désavoué par son Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. C'est lui qui devrait être entendu aujourd'hui. Jean-Marc Ayrault, effectivement, ce serait bien qu'il soit entendu par la commission d'enquête. Peut-être que ce sera prévu dans les semaines qui viennent. En tout cas, toutes ces personnes sont auditionnées sous serment et lorsqu'elles mentent, elles sont passibles de poursuites pénales, comme M. Bayrou sur Betaram. Et donc, j'espère que M. Ayrault et pourquoi pas M. Hollande, surtout, qui, vous en rappelez, en 2012, était allé sur les camions pendant les grèves dire qu'il abandonnerait jamais Florange et qui a abandonné l'usine une fois élu, sera lui aussi auditionné. Alors l'acier, c'est stratégique, c'est une question de souveraineté. Quel est le projet du gouvernement français là? Là, on voit qu'il n'y a aucun projet, mais l'abandon de la souveraineté, il est pas nouveau. Monsieur Macron, lorsqu'il était secrétaire général de l'Élysée et ensuite ministre de l'économie de Monsieur Hollande, a abandonné les turbines Alstom qui étaient pourtant nécessaires et même indispensables pour notre énergie nucléaire. Récemment, il a abandonné Vincorex, qui pourtant fabrique un sel extrêmement raffiné, fabrique des éléments qui sont indispensables pour fabriquer des missiles. Et donc, à une heure où il défend une économie de guerre, ça paraît un petit peu, totalement incohérent d'abandonner 400 salariés à Vincorex et les laisser couler. Juste avant, il avait abandonné les MA France, une usine automobile à Saint-Denis. Bref, les entreprises françaises coulent les unes après les autres et elles entraînent en cascade la chute de tout ce qu'il y a autour. Quand on parle d'ArcelorMittal, de l'acier, historiquement en France, les usines Arcelor ont été placées à côté des usines automobiles pour faciliter le transport de l'acier. Là, à Dunkerque, vous avez tout un bassin d'emploi. Donc vous allez, l'entreprise ArcelorMittal et M. Macron sont en train de briser plus de 250 vies, 250 salariés et leurs familles qui vont avec. Ensuite, d'ici 2030, ils prévoient
d'en supprimer 3000, c'est le nombre de salariés qui est à Dunkerque. Mais si cette entreprise s'effondre, c'est en fait tout Dunkerque qui va couler, puisque tout le bassin d'emploi et toute l'économie de la ville dépend de la présence d'Arcelor. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'Italie, le Royaume-Uni ont repris le contrôle d'Aciéry. Ça veut dire que clairement, c'est possible. Oui, c'est totalement possible. Je pense que d'un point de vue l'économie du Royaume-Uni est comparable à la nôtre. Nous sommes la 7e puissance mondiale, au Royaume-Uni la 6e, si je me souviens bien. Donc je ne vois pas pourquoi, avec le droit en vigueur, en plus il suffit d'une loi, une ligne qui dit l'entreprise ArcelorMittal est nationalisée, et c'est fait. Je dirais avec une compensation évidemment financière, ça a été déjà fait par le passé, et donc je ne comprends pas pourquoi ce ne serait pas possible, et donc c'est pour ça que nous bataillons à l'Assemblée nationale pour que ce soit inscrit à l'ordre du jour et pour que ce soit voté. Alors, on va toujours parler de la France avec ce qui s'est passé hier au Parlement, la proposition de loi portée par Gabriel Attal. On en a parlé ensemble. Finalement, ça a été définitivement adopté. Je vais donner les chiffres. 223 sénateurs pour, 112 contre. À l'Assemblée, c'était 341 voix pour et 187 contre. Expliquez-nous pourquoi cette loi, elle pose problème. Elle pose problème parce qu'elle... alors qu'on devrait protéger les enfants, la situation des enfants est désastreuse en France. Vous le savez, il y a un record d'enfants à la rue, un record d'enfants qui souffrent à l'aide sociale à l'enfance. La protection judiciaire de la jeunesse est paupérisée comme jamais, ce qui empêche de les suivre correctement et ce qui fait que certains enfants sont toujours placés dans leur famille alors même qu'ils sont en danger au sein de cette même famille. Donc les moyens devraient être mis avant tout en œuvre pour les protéger. Et ce qui a été fait, encore une fois, c'est une proposition de loi démagogique de surenchère pénale pour prétendre que tous les mineurs seraient des délinquants, qui seraient un danger de la société. C'était une loi qui avait été annoncée après les révoltes urbaines, donc c'est une loi qui va viser en plus toujours, encore une fois, les jeunes des quartiers populaires. Et elle pose problème parce qu'elle déroge à tous nos grands principes, à la fois la Convention des droits de l'enfant, que la France est censée respecter, le fait que quand on est un enfant, quand on a moins de 18 ans, on est censé avoir une peine atténuée, on est censé avoir une justice spécialisée, l'éducatif est censé primer sur le répressif. Ça veut dire que cette loi ne prévoit plus d'excuses de minorité ? Alors l'excuse de minorité, déjà, c'est un terme d'extrême droite. C'est-à-dire que c'est un terme qui est passé dans le langage courant, mais en réalité, on parle d'atténuation de la responsabilité. Et là, on voit qu'il est possible de mettre un enfant, de placer un enfant, de l'envoyer en comparution immédiate dès 16 ans. La comparution immédiate, ça favorise l'incarcération, c'est extrêmement violent et ce n'est pas adapté à un mineur de 16 ans. D'ailleurs, ce n'est pas adapté aux adultes non plus, parce que ça porte atteinte au droit de la défense et c'est une procédure qui est dénoncée par les syndicats, par toutes les associations des droits de l'homme. Et donc, il y a toute une batterie de mesures dans cette loi d'aggravation des peines, de possibilité d'enfermer un mineur pendant 12 heures en rétention administrative dans le cas où on soupçonnerait qu'il n'aurait pas respecté sa mesure éducative. Bref, on marche sur la tête, alors que la priorité, ça devrait être d'allouer davantage de moyens à la justice des mineurs. Plus de prévention, voilà, exactement. Plus de répression avec cette loi et moins de prévention, alors que c'est ce qu'on demande. Plus de prévention. On a beaucoup de magistrats aujourd'hui qui disent qu'ils ont l'impression de prononcer des mesures fictives, c'est-à-dire un juge des enfants va dire cet enfant doit être placé, et en fait il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de famille d'accueil, il n'y a rien, et donc les enfants restent en danger là où ils sont, et c'est contre ça qu'on devrait d'abord lutter. Et cette réforme, elle prévoit notamment la création d'une amende pour les parents. Oui, alors voilà, elle prévoit les amendes pour les parents, le travail d'intérêt général, c'est-à-dire on reproche aux parents de ne pas avoir le temps de s'occuper de leurs enfants, et ensuite on va créer un travail d'intérêt général. Donc ça me paraît pareil, un petit peu incohérent, puisque je vois pas comment on peut s'occuper mieux de son enfant lorsqu'on est condamné à faire du travail en même temps. Et c'est un petit peu substituer la responsabilité de l'État et la faire peser sur les parents comme si la société n'avait aucun rôle dans les défaillances et les difficultés d'un enfant. Alors Gabriel Catala, on est obligé de parler de l'actualité internationale. Oui. C'est bien évidemment Gaza. Benjamin Netanyahou l'a dit, l'a clairement dit, il l'assume. Le plan maintenant, c'est reconquérir Gaza, reprendre l'intégralité du territoire. Il a réagi à la condamnation de son offensive militaire par les dirigeants britanniques, canadiens et français. Il a dit que c'était une immense récompense au Hamas. Est-ce que c'est pas un peu trop tard, ce qu'ont dit les dirigeants britanniques, canadiens et français? On ne va pas rester les bras croisés. C'était pas déjà il y a quelques années qu'il fallait faire ça? Oui, ça fait maintenant 19 mois qu'il y a un génocide, c'est évident. D'ailleurs,
on ne trouve plus assez les mots tellement les images sont choquantes et sont extrêmement alarmantes. Et Monsieur Macron, finalement, à part faire des tweets et des communiqués, ne fait rien. Il devrait reconnaître urgemment l'État de Palestine, il ne le fait pas. D'ailleurs, on a appris par la presse britannique qu'il allait retarder peut-être son annonce. Il devrait suspendre l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël. Il a dit qu'il fallait y réfléchir. Mais en réalité, il n'a toujours pas saisi la Commission européenne pour le faire. C'est que des paroles et pas des actes. Oui, c'est que des paroles. Il a autorisé Monsieur Netanyahou à survoler la France, alors que Monsieur Netanyahou est sous mandat d'arrêt de la CPI. Est-ce qu'on autoriserait la même chose pour Vladimir Poutine ? Je ne crois pas. Monsieur Macron ne met en place aucune sanction économique, aucune sanction diplomatique dans n'importe quelle situation. Imaginons la Russie ferait la même chose. Et la Russie fait la même chose, puisqu'elle, pas à la même échelle, puisque là on parle d'un génocide, mais la Russie commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il me semble que on ne donne pas la même publicité à la propagande russe. Par exemple, hier soir encore, sur France Info, l'ambassadeur d'Israël était invité pour relayer la propagande d'Israël. Est-ce qu'on imagine sur France Info l'ambassadeur russe venir nous raconter des mensonges sur l'Ukraine ? Bien sûr que non. Est-ce qu'on imagine qu'il n'y aurait aucune sanction pour des Français qui iraient commettre des crimes en Ukraine? Pareil, on ne peut pas imaginer. Vous parlez des soldats franco-israéliens qui vont faire la guerre au milieu de il y a 4000 soldats franco-israéliens qui commettent des crimes et qui ne sont à aucun moment inquiétés. Encore la semaine prochaine, on aura peut-être Monsieur Rafovitz, le porte-parole de Tsahal francophone, qui va venir pareil relayer la propagande d'Israël à la télévision française. Pareil, est-ce qu'on imagine le porte-parole de l'armée russe venir à la télévision française nous relayer sa propagande? Bien sûr que non. Bref, tout cela est écœurant. Et puis il y a également le chanteur israélien, il y a le Golan qui va se produire au Dôme de Paris, une manifestation hier soir pour dénoncer sa venue en France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Gabriel Catala, les propos atroces qu'avait tenus ce chanteur israélien? Alors, il avait dit qu'il fallait vider Gaza, si je me souviens bien, et qu'il fallait plus y laisser une seule âme qui vive. Alors ce n'est pas un chanteur qui vient chanter, c'est un chanteur qui vient faire la promotion d'un génocide en France. Et là, pareil, je m'interroge. Pourquoi cette personne a un visa? Comment c'est possible que ce concert, qui peut évidemment provoquer des troubles à l'ordre public et qui n'a rien à faire en France, puisqu'on parle de faire quand même l'apologie d'un génocide, donc on traque les militants qui soutiennent le peuple palestinien pour apologie du génocide, etc., pour apologie du terrorisme, pardon, mais on laisse faire un chanteur qui fait l'apologie d'un génocide dans une salle. Et là, pareil, je me demande, est-ce qu'on laisserait un chanteur russe venir nous dire qu'il faut vider l'Ukraine et qu'il ne faut pas laisser une âme qui vive? Bien sûr que non. Et ça illustre encore une fois le deux poids, deux mesures et l'impunité dont fait l'objet Israël en permanence. Alors, il y a de l'aide humanitaire qui est en train de rentrer maintenant à Gaza, de l'aide humanitaire au compte-gouttes, même une goutte dans l'océan, a dit les Nations Unies. On l'a dit tout à l'heure, il y a une condamnation de la communauté internationale, mais pas d'acte réel. C'est ce qui s'appelle une complicité, selon vous? Oui, il n'y a aucun acte réel. Il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. Là, ce que fait M. Netanyahou, c'est de la provocation. De dire qu'il va faire entrer 3 camions alors qu'il y a 70 000 enfants qui peuvent mourir dans les jours qui viennent de famine, qui sont au stade terminal de la famine. Tout cela est une vulgaire provocation. Et là encore, on se demande pourquoi il n'y a aucune sanction économique, diplomatique, aucune sanction ne serait-ce que sur le plan culturel. Pourquoi Israël peut toujours, après de tels propos, participer à l'Eurovision, par exemple, alors que dans d'autres temps, l'Afrique du Sud et la Russie ont été mis au banc des nations. Donc ce que fait M. Netanyahou est d'une inhumanité sans nom. Et je crois que tout humaniste devrait condamner tout ce qui se passe à Gaza, le génocide en cours. Et force est de constater qu'en France, ce n'est pas le cas. Et on a un président qui, à part faire quelques déclarations et faire des tweets, en réalité, quand on regarde les actes, il ne se passe absolument rien. Gabriel Catala, dernière question. Est-ce que quelqu'un, un pays, un État, a une marge de manœuvre aujourd'hui pour faire cesser les atrocités commises par Benyamin Netanyahou dans la bande de Gaza? Évidemment, on a avant tout les États-Unis qui sont, on pourrait parler de génocide américano-israélien. Les États-Unis donnent 3 milliards par an à Israël. C'est leur principal partenaire économique. Ils livrent des armes en quantité
colossal à Israël. Et donc si M. Trump et avant lui M. Biden, qui était surnommé Genocide Joe, qui ne faisait pareil absolument rien, qui a été complice de ces crimes pendant toute la fin de son mandat, évidemment qu'avec l'aide des États-Unis, cela pourrait cesser. Mais la France aussi a un rôle à jouer, parce que si la France ne serait-ce que reconnaissait l'État de Palestine, engagé au niveau de l'Union européenne la renégociation de l'accord UE-Israël, engager des sanctions économiques, diplomatiques, eh bien, tout cela encouragerait d'autres pays en cascade, notamment le Royaume-Uni, à faire de même. Mais comme M. Macron n'est qu'un leader de pacotille sur la question et que dans le cas où il reconnaîtrait l'État de Palestine dans les mois à venir, évidemment, ce serait un premier pas, mais ce serait un petit peu tard vu la situation, ce ne serait que de toute façon pour se penser comme quelqu'un qui marque l'histoire, etc. Mais ce n'est à aucun moment une reconnaissance sincère. C'est juste un ego trip finalement pour un coup de com', mais finalement qui n'est à aucun moment le symbole d'une diplomatie française qui changerait de ligne sur Israël. Gabriel Catala, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et je rappelle que tout à l'heure, vous serez à la commission d'enquête au niveau des auditions pour le plan de licenciement ArcelorMittal. Merci d'avoir été avec nous ce matin.